Comment acheter 5 appartements avec 5 euros? C'est exactement l'objectif de ce livre que j'ai pu lire et que je vais vous décrire un petit peu. J'ai noté 9 points méga intéressants et méga éducatifs que vous allez pouvoir tout simplement implémenter dans vos projets immobiliers. On voit ça directement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va faire un retour sur ce livre que j'ai pu lire. Comment acheter 5 appartements avec 5 euros. Ce livre, il a été écrit par Hakim, donc c'est une personne que j'ai pu personnellement rencontrer. Pour vous faire un petit peu un bref résumé du personnage, c'est une personne qui aujourd'hui a la tête de plusieurs sociétés, dont une en Haute-Savoie qui fait de la gestion locative, achat-revente, etc., mais qui a quand même une grande place sur ce territoire dans son domaine. Au-delà de ça, Hakim, pour avoir discuté un petit peu avec lui, c'est également un investisseur chevronné et aguerri. Il a pas mal d'immobilier en France. Son livre reflète parfaitement son personnage. Pour moi, je le trouve, pour moi, c'est quelqu'un de très humble et qui est très très intéressant de par ce qu'il sait et de par ce qu'il transmet. D'ailleurs, j'aimerais par la suite, si possible, le faire passer en interview sur cette chaîne YouTube parce qu'il a énormément de valeurs qui pourrait nous transmettre. Hakim, si tu passes d'ailleurs sur cette vidéo, n'hésite pas à accepter l'invitation. Ok, donc l'idée de cette vidéo, c'est pas spécialement de vous lire le livre page par page. Je vous ai mis d'ailleurs le lien du livre dans la description. N'hésitez pas à l'acheter, ce sera un très bon investissement. Durant cette lecture, j'ai pu noter personnellement 9 points qui vont vous aider et qui m'aident également à voir l'immobilier d'une autre manière et à approcher l'immobilier de manière, on va dire, ludique et intelligente. On est directement parti pour le premier point. C'est parti. Ok, donc le premier point que j'aimerais soulever pour ce livre, qui intervient dans les premiers chapitres, c'est se former intelligemment. Alors je sais, c'est pas très français, dans le sens où la France, enfin même les Français n'aiment pas spécialement investir sur eux, n'aiment pas spécialement acheter des livres pour apprendre des choses, n'aiment pas spécialement prendre des formations, n'aiment pas prendre des coachings. Ça, c'est typiquement la mentalité française. En revanche, c'est super intéressant et important, même j'ai envie de vous dire, quand on veut faire de l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est quand même un domaine complexe. On va parler de fiscalité, de montage de financement, on va parler de législation. Il y a plein de domaines, on va dire, qui sont importants à connaître et à maîtriser. Surtout que l'immobilier, donc comme vous le savez, c'est un investissement. Qui dit investissement dit investir de l'argent. En immobilier, on investit tout de suite 50, 100, 200, 400 000 euros. Enfin, c'est des gros montants. Donc oui, évidemment, on peut gagner de l'argent en immobilier, mais également on peut en perdre. Et quand on en perd, c'est à coût de 10 000 euros. Donc ça fait mal. Un livre, comme ça coûte 20 euros. Ça vous apprend déjà énormément de choses. Ça, c'est un investissement. Pour vous parler un petit peu de ma situation, moi, depuis très très jeune, depuis 17 ans, je me forme sur plusieurs domaines, que ce soit sur l'e-commerce, sur la création d'entreprise, sur l'immobilier, sur la création de contenu, à chaque fois que je veux maîtriser un domaine, je me forme. Aujourd'hui, je sais comment créer une laverie. Aujourd'hui, je sais comment créer un parc de distributeurs automatiques. Aujourd'hui, je sais comment créer des sites internet en e-commerce par exemple, ou même des sites vitrines. Aujourd'hui, je sais faire de la pub sur Facebook, sur Google Ads, etc. Et l'apprentissage, c'est c'est pour ça que ça vient dans les premiers chapitres. C'est le premier point le plus important. Comment on se forme? Très simple, on achète des livres, je vous conseille d'ailleurs, il est dans la bio. On regarde des vidéos sur YouTube, on lit des articles de blog, on écoute des podcasts, on va prendre des coachings par exemple avec des personnes qui sont là où vous voulez aller. Et voilà, à travers la formation en ligne, on peut avoir également beaucoup de connaissances. Enfin, c'est pas des connaissances, c'est des compétences. Compétences qu'il faut allier avec un passage à l'action drastique. Un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent qui reste sur place. C'est une petite phrase bateau, mais c'est pourtant réel. Donc en tout cas, prends des connaissances là où tu veux les trouver et passe à l'action. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder à travers ce livre, ça va être de sélectionner son entourage. Je vais vous prendre mon exemple. Quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, j'avais 23, j'avais sur mes 24 ans. Et quand j'ai commencé à dire que je vais investir dans l'immobilier, j'en parle un petit peu à mes amis, j'en parle un petit peu à mes collègues de travail, et j'en parle également à ma famille. Et je me rappelle, il y avait quand même pas spécialement de la haine et de la jalousie, mais il y avait plus de la peur et de la crainte qui se transformaient en t'es trop jeune, tu gagnes pas assez, la banque te prêtera pas, tes locataires vont pas te payer. Enfin, plein de choses, donc plein de barrières qu'on me mettait sur ma route pour m'empêcher de le faire, pas parce qu'on ne voulait pas que je le fasse spécialement. Du moins, il y a peut-être certains collègues de travail, c'était le cas, mais du moins ma famille proche, c'était pas, et mes amis, c'était pas spécialement ça. C'était plus par peur que j'échoue mes projets. Et malheureusement, c'est le cas dans 100% des cas. Les personnes qui vont te critiquer sont les personnes qui n'ont pas fait les projets que tu veux faire. Peut-être parce qu'elles n'ont tout simplement pas les couilles de le faire, peut-être parce que elles veulent pas se donner les moyens de les faire. Et tout ça, ça donne quoi? Ça va te donner des fausses croyances. Parce qu'au début, toi, tu es concentré. Comme on l'a vu dans l'étape 1, tu as toutes les compétences, tu es prêt à passer à l'action. Tu vas parler fièrement de tes projets et ton meilleur pote, ta copine, ta famille va dire non, laisse tomber, c'est pas fait pour toi l'immobilier, ça marche pas, etc. Du coup, tu vas avoir une petite graine qui va venir dans ta tête et tout de suite, tu vas commencer à te poser des questions. Et là, c'est foutu. Donc, sélectionne bien ton entourage, écoute uniquement, et ça c'est valable dans tous les projets, écoute uniquement
les conseils des gens qui ont déjà fait ce que tu voulais faire. Ça veut dire que si tu veux aujourd'hui investir dans l'immobilier, écoute les conseils, les critiques et les conseils, comme je disais, des gens qui ont déjà investi dans l'immobilier. Si on va dire Tata Michel, elle dit non, laisse tomber l'immobilier, ça marche pas, mais qu'elle elle est en location depuis 40 ans, ça sert à rien de l'écouter. Maintenant, si une personne qui a 2, 3, 10 appartements te dit bah écoute, dans la Haute-Savoie, il y a tel endroit qui est intéressant, vaut mieux faire du Airbnb, des choses comme ça, écoute-le parce que lui, bah, il est passé par là où tu passes et les conseils qu'il te donne, il les applique à lui-même. Donc si je peux te donner un petit conseil pour ce point 2, quand tu as des projets comme ça, parle-en le moins possible. Donc tout ce qui est amis, entourage proche, n'en parle pas. Et à ta famille, si tu es un petit peu obligé de leur en parler, parce que bah, voilà, par exemple, moi j'étais chez mes parents quand j'ai commencé à investir, donc mes parents devaient savoir un petit peu ce que je faisais quand je partais un week-end, etc. Bah, tu leur dis le moins possible et tu leur dis une fois que c'est fini. Troisième point que j'ai envie d'aborder grâce à ce livre, ça va être définir un objectif clair et précis. Donc c'est ce que Hakim nous explique un petit peu dans le livre. Si tu ne sais pas où tu vas, bah, tu iras nulle part en fait. C'est un petit peu logique, mais c'est vrai. Ce que Hakim t'invite à faire et ce que je t'invite également à faire, prendre une feuille de papier et poser tes objectifs. Aujourd'hui, imaginons que tu veux investir dans l'immobilier. Ok, je veux investir dans l'immobilier. Pourquoi? Pour du rendement? Pour du patrimoine? Là, bah, déjà, tu choisis. Si tu veux du patrimoine, bah, d'accord, tu veux un patrimoine de combien? 130, 140, 150 000, 300 000? Note, sois précis. On va voir pourquoi c'est important. Si tu veux du locatif, d'accord, du locatif, mais pour avoir combien? 300 euros par mois, 500, 1000, 2000? Il faut que ce soit précis. Parce que si tu n'as pas de, si t'as pas de but précis, si tu n'as pas quelque chose d'écrit clairement, bah, quand tu vas commencer à faire tes recherches de biens, bah, tu ne vas pas savoir quoi rechercher. Au final, tous les biens, 1087 annonces dans ta région, vont correspondre à ton objectif qui est 0. Si maintenant, bah, on va dire ton objectif 1, c'est d'acheter un premier appartement et de te dégager 400 euros de cash flow tous les mois, bah, tu sais que par exemple, si ton appartement coûte 100 000 et que tu as un crédit à 600 euros, bah, il faudra que tu cherches un bien où bah, ton loyer est égal à 1000 euros ou plus. Et ça, encore une fois, bah, c'est valable dans tous les aspects de ta vie. Plus tu seras précis sur ce que tu veux, bah, plus tu le trouveras facilement. Point numéro 4, la dette amène la richesse. Tout simplement, quand on fait de l'immobilier, on va faire un crédit. Donc un crédit bancaire pour utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tout simplement prendre de l'argent qu'on n'a pas pour aller faire des projets. Donc ça veut dire je mets 10 000 euros d'apport auprès de la banque, on me prête 100 000. Ça s'appelle l'effet de levier. Aujourd'hui, imaginons que tu vas acheter un appartement qui coûte 100 000 euros. Tu vas vouloir faire un crédit sur 10 ans en disant bah voilà, je veux un minimum de temps de crédit, comme ça je rembourse le plus vite et je suis tranquille. Ok, tu pars sur ce principe-là. 100 000 euros sur 10 ans, ça te fait 1 000 euros par mois de mensualité. À présent, maintenant, ces mêmes 100 000 euros, si tu les prends maintenant sur 25 ans, tu vas avoir une mensualité de 533 euros par mois. Donc ça veut dire que d'un côté, tu as 1 000 euros par mois de mensualité de crédit, de l'autre côté, tu as 533 euros. Avec 100 000 euros, bah, tu vas pouvoir acheter un appartement, imaginons, je vous dis un chiffre au pif, tu vas louer 900 euros par mois. Avec ton crédit de 10 ans, tu vas perdre 100 euros par mois, parce que tout simplement le crédit sera à 1 000 euros, ton loyer sera à 900. Avec ton crédit qui est à 530, tu vas gagner 350 euros par mois. Et c'est pour ça qu'on dit il faut s'endetter sur une plus longue période possible. Plus tu vas t'endetter longtemps, certes, tu vas avoir plus d'intérêt sur ton crédit, mais ça on s'en fiche, parce que c'est le locataire qui le rembourse. Ça d'ailleurs, on le verra dans une prochaine vidéo. Pour être honnête avec toi, s'il y avait des crédits sur 40 ans, moi je les prendrais. Si 100 000 euros sur 40 ans, ça me ferait des mensualités de 200 euros par mois, mais je prendrais 40 000 crédits à 200 euros par mois. Comme ça, je mettrais des loyers en face à 500 000 et plus. Je ferais même du Airbnb pour aller chercher 1006. Et là, je m'enrichirais de milliers, dizaines de milliers d'euros chaque mois. Donc pour ce quatrième point, la dette amène la richesse, oui. Elle amène encore plus de richesse si on a un crédit sur une longue durée. Avant d'attaquer le point numéro 5, je te laisse tout simplement t'abonner à cette chaîne. Comme tu l'as compris, on va traiter de plus en plus IMO, on va rentrer dans le concret. Je vais vraiment t'expliquer comment tu peux acheter toi-même ton premier appartement rentable. Alors abonne-toi, un petit like, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions sur la vidéo. Point numéro 5, cash is king. L'argent est roi. Imaginons que demain tu gagnes 100 000 euros au loto, donc tu reçois 100 000 euros sur ton compte. Imaginons que ton travail qui te rapporte 1 500 euros par mois te saoule, ton patron t'harcèle, tes collègues sont méchants avec toi. Et grâce à ton argent que tu as de côté sur ton compte 100 000 euros, tu n'es plus obligé de subir cette situation. On va prendre maintenant un autre exemple. Imaginons que tu veuilles acheter un appartement ou un immeuble, on va prendre un plus gros projet, et que la banque te dit écoute, voilà ta capacité d'emprunt est un petit peu juste, ça va être compliqué. Imaginons que tu as de l'argent, tu as ces 100 000 euros, tu dis ok, je rajoute 30 000 euros d'apport, là, tout de suite le projet va passer, la banque elle va dire ah oui, avec 30 000 euros d'apport en plus, ça passe largement. L'argent est roi, je pourrais vous faire 40 000 exemples, mais voilà, c'est un petit peu le principe de ce point. Et comment on a de l'argent? Tout simplement en générant de l'argent à travers un salaire ou d'autres activités, en 2, en gardant cet argent. C'est toujours le plus complexe. Avec un travail, tu peux facilement générer de l'argent. Si tu perds ton travail, tu peux retrouver un deuxième job. Tu peux développer une activité en ligne à côté pour augmenter tes revenus.
On va dire le premier point, il n'est pas compliqué. Et le deuxième point, garder cet argent, c'est un petit peu la bête noire de tous les Français. Comment on garde son argent? C'est pas le but de cette vidéo, mais tout simplement, on traque ses finances. La deuxième petite astuce, après on arrêtera sur ce point-là parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de se payer en premier. C'est un dicton, on va dire, qui est assez connu à travers le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tout simplement, quand on reçoit son salaire, on met dès le début de l'argent de côté, en début de mois quand on reçoit sa paye. Ensuite, on fait le reste du mois avec ce qui nous reste. Et pas l'inverse. On n'attend pas à la fin du mois, quand on s'est fait plaisir, quand on s'est acheté un nouvel iPhone, quand on est parti en boîte, etc. On se retrouve à moins 300 euros sur le compte à la fin du mois. Se dire, tiens, je vais essayer de mettre de côté. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au début du mois, on met de l'argent et on traque ses charges et ses dépenses. Ce sera déjà un bon début pour conserver son argent. En tout cas, bref, cash is king, c'était le point numéro 5. Point numéro 6, acheter un immeuble et pas un appartement. Alors c'est un petit peu le but de ce livre, enfin c'est un petit peu le message de ce livre et c'est assez intéressant et c'est même la vision que j'ai, que je vous expliquais dans ma dernière vidéo sur mes projets IMO. Il y a plusieurs intérêts à acheter un immeuble comme l'explique ce livre. Le premier déjà c'est que en achetant un immeuble, on va faire le même travail que si on achetait un appartement. Je m'explique. Quand tu vas aller visiter un immeuble, tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir le visiter, tu vas devoir leur faire un compromis, tu vas devoir aller faire des visites, tu vas devoir faire un dossier de financement, donc aller voir une banque pour demander un crédit. Et en fait, toutes ces démarches-là, ça va te permettre d'avoir directement, sur le même laps de temps, on va dire à quelques minutes près, on s'entend, 4, 5, 6 appartements d'un coup. Là où tu aurais fait exactement la même chose pour avoir un seul appartement. Et cette mécanique, moi je l'ai compris assez rapidement. C'est pour ça que j'ai acheté un lot de 2 studios dès mon premier investissement. Tout simplement parce que je me suis déplacé une fois, j'ai fait une fois les visites, je suis allé voir une fois la banque pour faire un crédit. Et au final, tout le travail c'est le même, sauf qu'à la sortie, je ressors avec 2 appartements et non pas un. Outre l'aspect, on va dire, temps et avantage d'avoir plus d'appartements d'un coup, l'avantage d'acheter un immeuble, du moins un immeuble, ça peut être également une maison de campagne, une maison de ville qu'on divise en plusieurs appartements, c'est de supprimer les charges de copro. Alors les charges de copropriété, c'est souvent un budget qui flingue la rentabilité pour être honnête. Là, par exemple, sur cet appartement-là, j'ai environ 300 euros de charges tous les trimestres. Donc 300 euros que je donne. Il y a un ascenseur sur le rez-de-chaussée, donc je ne le paye pas. Mais voilà, c'est des charges que moi, si j'avais un immeuble, que si cet immeuble m'appartenait, je ne mettrais peut-être pas 300 euros dans des charges. Je ne mettrais peut-être pas 300 euros pour faire le muret au fond du parking. Enfin, c'est comme ça et je l'accepte. Mais demain, c'est pour ça que mon prochain projet, c'est d'acheter un immeuble. Demain, le but d'acheter un immeuble, tout simplement, c'est de maîtriser les charges de copropriété. Alors le point numéro 7, je n'ai pas spécialement de nom à vous donner pour ce point, mais en gros, ça explique que toi, tu n'es pas obligé d'acheter un appartement quand tu le visites, mais le vendeur est obligé de vendre. En fait, c'est pour vous montrer un petit peu la position qu'il faut prendre quand vous faites un deal immobilier. Quand vous allez visiter un appartement, le vendeur ou l'agent IMO va tout faire pour pas vous déstabiliser, mais pour vous montrer que l'appartement il est super, il y a une belle vue, il y a un balcon, il y a un parking, etc. Mais faites vite, vous voulez faire une offre, je vous rappelle, etc. Il faut faire une offre, il y a beaucoup de visites, etc. En fait, le vendeur, il veut vendre pour plein de raisons, parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il n'arrive plus à avoir son crédit, parce que il y a mille et une raisons. Mais si en tout cas son appartement est en vente, c'est qu'il a besoin de le vendre. Vous, des biens, il y en a comme Hakim l'explique, des biens, il y en a des milliers et des millions à acheter. Au final, il ne faut pas confondre la situation. Il faut que vous restiez un petit peu maître du deal en vous disant que c'est vous qui avez l'argent. Comme on dit un petit peu dans les magasins de luxe, le client est roi. Et là, dans une visite immobilière, vous êtes le roi. C'est à vous un petit peu de vous imposer et de vous rappeler de votre position, qui est la meilleure d'ailleurs. Quand vous achetez un appartement, du moins quand vous faites les démarches pour acheter, c'est vous qui êtes en position de force. Si vous dites ciao, ça ne me plaît pas, le vendeur il repart à zéro, il ne vend pas son appartement. Ne vous faites pas écraser, imposez-vous, imposez vos règles entre guillemets, imposez votre cadre et tout simplement ayez ça en tête quand vous faites une visite immobilière et un deal immobilier. Point numéro 8, acheter un bien avec des travaux. Alors dans ce point-là, on va voir concrètement pourquoi c'est intéressant d'acheter un bien qui nécessite des travaux. Alors il y a plusieurs types de biens. Il y a un bien, on va dire, où il faut vraiment refaire un gros œuvre. Par exemple, comme mon dernier projet, comme mon avant-dernier projet de mon local où je suis vraiment sur un local brut, où je dois refaire vraiment l'électricité, le sol, je dois tout refaire. Et il y a également, c'est la plupart des cas, des appartements que vous allez acheter, visiter, qui nécessitent une petite rénovation. Rénovation, ça peut être par exemple des peintures, ça peut être refaire un sol, refaire une salle de bain, refaire une cuisine. Et ça, c'est des biens sur lesquels il faut se pencher. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez visiter le bien, ça ne va pas vous plaire, la cuisine elle est sale, la salle de bain elle est cassée, etc. Et ça, le vendeur il le sait, il en est conscient. C'est son bien, il l'a vu pendant des années, donc il le sait.
Donc déjà, ça va vous donner un pouvoir de négociation que vous n'auriez pas si vous avez acheté un bien neuf. D'ailleurs, je vous déconseille d'acheter un bien neuf, sauf, on va dire vraiment sous des conditions spécifiques. Mais en général, vous achetez trop cher, bien au-dessus du prix au mètre carré, c'est pas intéressant. Et en achetant un appartement qui nécessite des travaux, déjà vous allez pouvoir l'avoir à un méga bon prix. Cet appartement-là, par exemple, qui nécessitait un petit peu de travaux, je l'ai acheté à 105 000 euros. Et aujourd'hui, quand on regarde un studio de 30 mètres carrés dans la ville dans laquelle je suis, c'est minimum 130, 140, 150 000 euros. Pourquoi je l'ai eu à ce prix-là? Parce que la personne était pressée de vendre. Le client est roi, comme on voyait dans le point précédemment. Et pourquoi je l'ai eu à un prix là? Parce qu'il nécessitait un minimum de travaux. De plus, ça on le verra un petit peu plus tard, mais en fonction de la structure juridique avec laquelle vous allez acheter votre bien immobilier, vous allez pouvoir déduire ces travaux. Donc ça veut dire que si vous payez, je vous dis une bêtise, 5 000 euros d'impôts par an avec l'immobilier, avec vos revenus immobiliers, et vous faites 15 000 euros de travaux, et ces 15 000 euros de travaux vous permettent de ne pas payer d'impôts pendant 3 ans. D'ailleurs, je te le répète, pense à t'abonner, on l'abordera dans des prochaines vidéos. On arrive au dernier point, qui est un point que j'adore. Point numéro 9, la négociation. Alors, comme le dit très bien Hakim, il y a deux facteurs qui jouent sur la négociation. Le premier point, ça va être le temps et la concurrence. Je m'explique. Si vous êtes le premier à visiter un bien qui est assez intéressant, et forcément, vous allez plus devoir faire, vous allez être contraint de faire une offre au prix. Tout simplement pour éviter que les collègues qui viennent après, dans 3 heures, le lendemain, etc., faire des visites, se positionnent au prix et au final obtiennent le bien qui vous plaisait, que vous avez déjà visité et vous ne savez pas trop. Voilà. En revanche, si quand vous faites votre visite, en posant les bonnes questions qu'on verra également par la suite, vous découvrez que le bien est mis en vente depuis 6 mois, 1 an, 10 mois, peu importe, et là ça veut dire que vous avez qu'il y a plein de personnes qui sont déjà passées. Un bien qui est encore mis en vente au bout de 10 mois, 1 an, voire plus, et forcément c'est que le prix n'est pas bon ou qu'il y a un problème. Donc c'est là que vous allez pouvoir faire des offres agressives et encore une fois c'est là que vous allez pouvoir faire des bons deals. Pour résumer un petit peu ce point-là, quand vous arrivez directement, quand vous êtes le premier à faire une visite immobilière, malheureusement vous n'allez pas pouvoir faire de négociation sur le bien. Si c'est un bien intéressant d'après vos calculs que vous avez fait en amont, faites une offre d'achat au prix, ce qui vous permet de bloquer le bien uniquement pour vous. Et en revanche, si vous avez, si vous êtes sur un bien qui traîne depuis plusieurs mois, plusieurs années, entre guillemets, c'est assez rare d'avoir des biens sur plusieurs années en vente, mise en vente, mais si c'est un bien qui traîne, on va dire, sur le temps, n'hésitez pas à faire une offre agressive, parce que j'ai envie de vous dire, peu importe le prix, entre guillemets, le vendeur sera ravi de trouver enfin un acheteur et il fera des concessions et il vous le vendra. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Comment acheter 5 appartements avec 5 euros? C'était un petit résumé des 9 points qui m'ont beaucoup apporté. Il y a également plein de choses que je ne vous ai pas expliquées sur ce livre-là. Le but, comme je vous ai dit, c'était pas non plus de vous lire le livre. Il y a un petit message secret derrière ce jeune livre. Comment acheter 5 appartements avec 5 euros? Pour le découvrir, et d'ailleurs c'est un point qui est assez intéressant et qu'on apprend dans les dernières pages, je vous en dis pas plus. Le livre est tout simplement dans la bio. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. C'était Jules, ciao!